Alors, bonjour à tous et merci de vous connecter à ce webinaire. Je remercie l'ANSM et puis je crois, la pharmacovigilance de Limoges d'avoir accepté d'organiser ce webinaire car il y avait beaucoup de questions sur les effets secondaires et beaucoup d'inquiétudes. Vous pourrez poser des questions à la fin dans la bulle, dans le chat. Je les lirai et je les poserai au fur et à mesure. Donc, nous allons commencer. Je vais donner la parole aux orateurs. Bonjour, donc je m'appelle Evelyne Piron, je suis médecin de formation, pharmacovigilant et je suis responsable du pôle de gestion de signal au sein de la direction de la surveillance à l'ANSM. Donc, bonjour à tous, je suis Hélène Géniaud, je suis pharmacien et pharmacologue au Centre régional de pharmacovigilance de Limoges. Ah oui, Bonjour, Malaka Boutam, je suis chef de pôle à l'ANSM en charge de l'évaluation des données de sécurité, d'efficacité, de bon usage des médicaments, notamment de la migraine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mehdi Benkibil, directeur de la surveillance à l'ANSM et bienvenue. donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc parler du médicament et voir que le médicament est un produit sous surveillance tout au long de sa vie. Alors, le développement d'un médicament, c'est un processus complexe qui est encadré réglementairement par une loi, la loi sur la recherche biomédicale. Et ce développement va comprendre différentes étapes. Parmi ces étapes, on va distinguer d'abord la recherche fondamentale et le développement préclinique. Ces étapes vont permettre d'identifier parmi des centaines de molécules celles qui pourraient avoir un intérêt thérapeutique. Puis, ensuite, on va définir les conditions de sécurité d'utilisation de ce médicament au travers des études précliniques chez l'animal. Viennent ensuite la phase clinique, dont les 3 premières phases sont nécessaires pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché ou AMM. Dans ces essais cliniques, on va distinguer la phase 1, qui va être finalement la première administration à l'homme, qui va permettre, sur une période très courte et chez un petit nombre de volontaires sains, et ce dans des structures habilitées, de définir notamment la dose. La phase 2 correspond à l'administration du futur médicament à une petite population de sujets malades et on va permettre de déterminer les posologies sur quelques centaines de patients. La phase 3 permet de déterminer le rapport bénéfice-risque initial et notamment d'étudier le profil des effets indésirables du médicament et les principales interactions. Pendant cette phase 3, on va faire ce qu'on appelle des essais comparatifs par rapport à un médicament de référence ou un médicament placebo. Cette phase 3 se fait sur quelques milliers de malades et le plus souvent en double insu. Ça veut dire que le médecin et le malade ne savent pas s'ils prennent le médicament à l'essai ou le médicament témoin ou le médicament contrôle ou le placebo. Viennent ensuite l'autorisation de mise sur le marché. Et là, le médicament est mis à disposition des patients dans la population. Au cours de cette phase, on va compléter les connaissances sur le médicament en vie réelle. Il faut garder en mémoire que ce processus est un long processus qui se déroule sur 10 à 15 ans en moyenne. Pourquoi utilise-t-on un médicament ? On utilise un médicament par définition pour son effet bénéfique. C'est ce qui justifie son utilisation au travers d'une indication. C'est ce qu'on recherche, c'est un effet thérapeutique. Mais les médicaments ont d'éventuels effets secondaires qui sont en règle générale indésirables. Et dans le mot indésirable, on entend délétère et non voulu. En stricto sensus, le terme effet secondaire que les malades utilisent souvent, on l'entend souvent, en pharmacovigilance, on le réservera plutôt pour s'opposer à l'effet primaire, c'est-à-dire un effet connu du médicament, mais qu'on n'utilise pas forcément en thérapeutique. Et en pharmacovigilance, on parlera plus volontiers d'effets indésirables. Je laisse la parole à Evelyne. Merci. Comme il a été dit précédemment, donc en fait, il existe un encadrement réglementaire bien défini pour conduire les essais cliniques en France et en Europe.
En effet, pour que tout essai soit mené sur le territoire, c'est l'agence qui va autoriser, donc l'ANSM, qui va autoriser donc l'essai clinique avec en complément l'avis du comité de protection des personnes qui, lui, s'assure bien que l'essai clinique respecte donc bien la protection des personnes qui participent à l'essai, à savoir le formulaire de consentement, l'information sur l'essai, le délai de réflexion, qu'il s'agit bien d'une recherche pertinente et que le rapport bénéfice-risque du produit est satisfaisant. Le deuxième acteur dans le cadre donc, de la conduite des essais cliniques est le promoteur. Alors, le promoteur, c'est l'interlocuteur privilégié donc, avec les autorités de santé et qui est responsable donc, en termes de déclaration donc, des effets indésirables qui surviennent dans le cadre de l'essai clinique et qui est donc celui qui produit le protocole, qui rédige donc le protocole, la brochure investigateur qui est donc soumis à l'autorité de santé, donc l'ANSM, pour se permettre d'autoriser l'essai clinique. L'autre interlocuteur, bien évidemment le patient et le participant à l'essai clinique volontaire sain ou malade, est central dans le cadre de la conduite de l'essai clinique. L'investigateur est lui donc un professionnel de santé qui lui sera en charge sur le terrain de recueillir donc les effets indésirables qui pourraient survenir dans le cadre de l'essai clinique et qui doit déclarer tous ces effets vers le promoteur qui déclarera ainsi les effets indésirables dans la base de données de pharmacovigilance. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investigateur a donc la brochure investigateur qui liste donc tous les effets indésirables. Vous avez d'un côté la notice lorsque le produit est autorisé. Dans le cadre de l'essai clinique, l'information donc qui liste tous les effets indésirables s'intitule la brochure investigateur. Et c'est celle-ci qui permettra de déterminer si l'effet indésirable qui est survenu dans le cadre de l'essai est attendu par rapport à l'information qui est contenue dans la brochure investigateur ou inattendu, qui n'est pas mentionné dans la brochure investigateur. Il faut savoir donc qu'il y a des interactions bien évidemment entre l'agence nationale, donc l'ANSM, et l'agence européenne, puisque les effets indésirables qui sont déclarés dans le cadre des essais cliniques sont déclarés dans cette base et qui permet donc de pouvoir enregistrer tous les effets qui surviennent durant l'essai clinique et qui sont analysés au sein de l'ANSM. Et s'il y avait une information nouvelle qui pourrait conduire l'agence à modifier l'information qui est contenue dans la brochure investigateur, d'informer les investigateurs, puisqu'ils sont en contact étroit avec le patient. Et l'agence a également la possibilité, tout comme elle a la possibilité de pouvoir autoriser, elle peut également suspendre ou arrêter l'essai si survenaient des problèmes de santé publique ayant un impact pour le patient dans le cadre de l'essai clinique. J'ai une question parce que je pense que ça va perturber les personnes. Qui est un promoteur? Un laboratoire? Alors, le promoteur peut être public, donc ça peut être une structure publique, donc un hôpital, un centre de recherche clinique public. Il peut être également privé, à savoir un laboratoire pharmaceutique qui va développer une molécule et qui donc met en place un essai clinique. Il peut être de deux types, soit public, soit privé. Merci. On peut avancer. Alors, pourquoi finalement évaluer les médicaments une fois commercialisés, une fois qu'ils ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché? Bien parce que les essais cliniques sont imparfaits. Ils ne sont pas représentatifs de la vraie vie ou l'usage réel du médicament. Tout d'abord parce que le nombre de patients dans les essais cliniques est finalement assez restreint. Par ailleurs, il s'agit de patients qui sont sélectionnés et un certain nombre de patients ne sont pas inclus dans les essais cliniques, en particulier des patients considérés comme des groupes à risque, des patients très âgés, par exemple, ou des femmes enceintes. Les modalités d'administration au cours de l'essai clinique sont bien entendu optimales et l'essai clinique n'identifie pas des situations complexes de polymédication ou d'interaction qu'on pourrait voir ensuite dans la vraie vie. Par ailleurs, les essais cliniques sont de durée brève, et ce, même si le médicament va être pris tout au long de la vie pour une maladie chronique, par exemple.
Dans ce contexte, on comprend bien que les essais cliniques sont une première évaluation indispensable, mais qu'ils ne sont pas une fin en soi, et que l'évaluation de l'efficacité et la sécurité du médicament doit donc se poursuivre tout au long de la vie du médicament après sa commercialisation. Sur cette diapositive, je voulais vous introduire la notion de balance bénéfice-risque dont on entend souvent parler. Il faut savoir que le risque zéro avec les médicaments n'existe pas. Et prendre un médicament expose à des risques, en particulier le risque de développer un effet indésirable. Mais cela doit être mis en regard des bénéfices présumés ou escomptés du médicament pour une pathologie donnée. Le rapport bénéfice-risque dépend donc de la pathologie traitée. À titre d'exemple, des vomissements, même importants, dans le cadre d'une chimiothérapie pour un cancer, ne remettent pas en question la balance bénéfice-risque du médicament. A contrario, cela serait différent pour des vomissements importants avec un médicament pour une pathologie bénigne qui guérit spontanément, comme le rhume par exemple. Aussi, il existe depuis les années 70 et sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, un système de veille sanitaire qu'on appelle le système de pharmacovigilance. Ce système a pour objectif la détection de potentiels signaux sur le risque médicamenteux après leur commercialisation. Quel est l'objectif? Eh bien, de garantir l'utilisation du médicament avec une sécurité maximale et de s'assurer que cette fameuse balance bénéfice-risque reste positive en faveur des bénéfices. La finalité de la pharmacovigilance, eh bien, c'est l'amélioration de ce rapport bénéfice-risque. À la fois à l'échelon individuel, elle va permettre en connaissant mieux le médicament, de choisir le médicament le plus adapté pour un malade donné, en fonction de son âge, en fonction de ses antécédents médicaux, de son terrain. Et à l'échelon populationnel, c'est-à-dire en termes de santé publique, la pharmacovigilance va permettre de maintenir ou non un médicament sur le marché, c'est évidemment pas la situation la plus fréquente, mais surtout d'informer les prescripteurs et les patients des risques potentiels associés aux médicaments. Sur la diapositive, vous voyez par exemple une information de sécurité très récente sur deux médicaments que vous connaissez bien, deux principes actifs, la codéine et l'ibuprofène, associés dans une spécialité appelée antarène codéine et qui exposent, en cas de prise prolongée, à une toxicité rénale, intestinale pouvant conduire au décès. Et donc, cette information a été mise à disposition des professionnels de santé et des patients à partir de la collecte des effets indésirables. Quand penser à un effet indésirable? Eh bien, en fait, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'un effet indésirable mime souvent une maladie. Ça peut être une éruption, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être une anémie, c'est-à-dire la baisse de l'hémoglobine. Et donc, finalement, on a un malade qui présente une manifestation suspecte, un symptôme. Et dès lors que ce malade prend un ou des médicaments, il est légitime de se demander si ce symptôme ne pourrait pas être en lien avec ce médicament. Les effets indésirables des médicaments surviennent souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, au cours des premières semaines de traitement. Ce n'est pas une règle absolue et d'autres effets peuvent apparaître au long cours. Ça, c'est important de le garder en tête parce que justement, ça complique parfois le diagnostic de pathologie médicamenteuse parce que le lien est plus compliqué à établir quand le médicament est pris depuis longtemps. Donc finalement, la recherche de la cause médicamenteuse, ça s'apparente à un diagnostic médical, sachant que la recherche des autres causes est indispensable. Et la cause médicamenteuse sera d'autant plus probable que les autres causes auront été exclues. Ce qu'il faut également garder en tête, c'est qu'on peut évoquer un effet indésirable d'un médicament, et ce, même si cela n'est pas connu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire connu? Eh bien, sur la diapositive que je vous présente ici, je vous dis où trouver l'information. Est-ce que cet effet est connu ou pas? Alors, le premier document dont je vous parle, c'est le résumé des caractéristiques du produit, également appelé monographie. C'est un document qui est un document de référence, qui est opposable juridiquement, qui est proposé par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché,
qui est revu par les agences ANSM ou agences européennes et qui est mis à jour en permanence. Ce document est à destination des professionnels de santé. Il est disponible sur la base de données publique du médicament de façon gratuite, mise à jour, et il contient un certain nombre d'informations, des rubriques réglementaires telles que l'indication, la posologie, comment s'utilise le médicament, les interactions à prévoir, les effets indésirables, les situations de grossesse et d'allaitement, etc. Et la notice, c'est finalement la traduction dans un langage adapté pour les utilisateurs des informations connues et validées dont je viens de vous parler. Cette notice, elle est à destination des patients. On la retrouve dans la boîte du médicament et également sur la même base de données publique du médicament. Quand vous ouvrez le résumé des caractéristiques du produit, donc la monographie ou la notice, vous allez constater que les effets indésirables sont présentés par fréquence. Cette fréquence, elle est calculée lors des essais cliniques que j'ai évoqués en début de présentation, c'est-à-dire quand le médicament de l'essai est comparé à un groupe témoin. On va identifier des effets qui surviennent de façon statistique plus fréquemment dans le groupe du médicament à l'essai par rapport au médicament témoin ou au placebo. Ces fréquences, ces effets indésirables seront donc classés par fréquence de très fréquents, c'est-à-dire qu'ils peuvent survenir chez plus de 10% des patients, un patient sur 10, fréquent, peu fréquent, très rare. Parfois, vous verrez la notion de fréquence indéterminée. Cette fréquence est indéterminée parce qu'elle ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles. C'est le cas des effets indésirables qui sont détectés après la commercialisation du médicament et donc on ne peut pas calculer de fréquence puisque c'est sur la base des notifications spontanées. Je peux poser une question? Je vois une question. Bien sûr. Cette fréquence, cette évaluation de la fréquence, comment ça se passe pour la déterminer, pour remplir la notice? Alors, en fait, au cours des essais cliniques, il va y avoir donc notamment la phase 3, il va y avoir deux groupes. Le groupe qui reçoit le médicament à l'essai et le groupe, le groupe qui reçoit le placebo ou le médicament de référence, celui auquel on veut comparer le médicament à l'essai. Et on va lister tous les événements que présentent les patients. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le groupe du médicament à l'essai, 150 malades vont présenter des vomissements. Et dans le groupe des médicaments témoins, 100 malades vont présenter des vomissements. On va calculer la fréquence dans chacun des groupes et on va regarder si statistiquement, il y a une différence entre le médicament à l'essai et le groupe témoin. Et s'il y a une différence significative, on identifie que c'est un effet indésirable attribuable au médicament à l'essai et ensuite on le colligera par fréquence. C'est clair? Ou pas? Pour moi, c'est clair, mais le mot colligera, je ne suis pas sûre. On le renseignera ensuite dans la monographie présentée toujours sous la forme des fréquences de très fréquents à très rares, c'est-à-dire qui pourraient survenir chez moins d'un patient sur 10 000. Merci. Alors, en ce qui concerne l'organisation de la pharmacovigilance, il est important de comprendre que le système de pharmacovigilance s'intègre dans une organisation européenne et internationale. Au niveau européen, c'est l'Agence européenne du médicament qui est située à Amsterdam et c'est dans le contexte dans le respect du règlement européen. Le département de pharmacovigilance va échanger avec des institutions internationales telles que l'OMS, mais également d'autres agences, d'autres États du monde. Et au niveau national, la tutelle est l'Agence nationale de sécurité du médicament, à qui sont transmises les observations recueillies sur le terrain par les centres régionaux de pharmacovigilance, qu'on va voir en détail secondairement. Ce réseau des centres de pharmacovigilance est en contact avec les professionnels de santé, avec le terrain et les patients. Je laisse la parole à Evelyne.
Alors, la diapo va paraître un peu chargée, mais en fait, c'est pour rappeler un petit peu donc, le rôle central de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et ses liens justement avec le terrain au niveau local avec les professionnels et les patients, au niveau régional avec le réseau des centres régionaux et à l'international et à l'Europe, comme vient de le dire Hélène, puisque effectivement, l'organisation de la pharmacovigilance, elle s'intègre dans une organisation nationale, européenne et internationale. Alors, au niveau de donc l'agence reste tout d'abord un animateur, hein, c'est le chef d'orchestre sur le territoire en ce qui concerne l'organisation du système national de pharmacovigilance, en ayant sa proximité donc avec les professionnels de santé et de s'assurer donc par son rôle de police sanitaire, hein, c'est de s'assurer donc que les laboratoires qui déclarent les effets indésirables dans la base de données européenne de pharmacovigilance, a un rôle également d'inspection et de contrôle, donc elle peut initier des contrôles et des inspections auprès des laboratoires pharmaceutiques afin de s'assurer que les laboratoires remplissent bien leurs obligations de pharmacovigilance. Et également dans son rôle de police sanitaire et de surveillance continue de la sécurité d'emploi des médicaments sur le territoire, de mettre en place des mesures de réduction du risque si survenait donc un problème quant à l'utilisation du produit, le bon usage du produit ou la sécurité d'emploi du produit. Alors, bien évidemment, l'agence a un rôle donc de recueil et de collecte et centralise donc tous les effets indésirables et toutes les informations et travaille donc de manière collégiale et travaille en permanence avec les centres régionaux de pharmacovigilance qui leur font remonter des potentiels signaux, et c'est à l'agence, donc au travers du travail d'expertise des centres régionaux de pharmacovigilance et des comités scientifiques, d'analyser donc ces signaux, ces potentiels signaux, afin de les infirmer ou de les confirmer et de modifier, bien évidemment, l'information ou de mettre en place des mesures complémentaires afin de permettre la sécurité d'emploi des médicaments. Les interactions et la participation donc à la pharmacovigilance européenne et mondiale, comme je vous l'ai dit, puisque la pharmacovigilance qui s'exerce sur le territoire, hein, donc cette surveillance continue du profil de sécurité d'emploi s'inscrit également à l'Europe et à l'international via donc nos bases de données de pharmacovigilance, puisque toutes les déclarations, tous les signalements qui sont faits par les patients, les professionnels de santé sont enregistrés par les centres régionaux de pharmacovigilance dont Hélène va vous décrire donc le fonctionnement, sont enregistrés donc dans cette base nationale de pharmacovigilance à laquelle l'agence donc a accès et qui transmet donc ces effets indésirables qui surviennent sur le territoire dans la base de données européenne de pharmacovigilance. Donc, effectivement, on va maintenant faire un focus sur les centres régionaux de pharmacovigilance. Ce sont finalement les structures opérationnelles du système de pharmacovigilance français depuis plus de 50 ans. Le réseau français des centres de pharmacovigilance est constitué de 30 CRPV qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national et qui vont finalement, sous la forme d'un maillage territorial, permettre d'être au plus près des professionnels de santé et des patients. Ce sont des structures qui sont indépendantes de l'industrie pharmaceutique, les membres des centres de pharmacovigilance devant déclarer tout lien d'intérêt. Ils sont sous le pilotage de l'Agence nationale de sécurité du médicament et appartiennent également au réseau régional des vigilances. Ils sont animés par des pharmacologues, médecins et pharmaciens. Et parmi leurs 4 missions principales, on retrouve le recueil des déclarations d'effets indésirables et surtout l'identification d'éventuelles alertes sanitaires que nous allons revoir, l'aide au diagnostic de iatrogénie, ça c'est un terme compliqué, mais pour finalement dire qu'on va aider les professionnels de santé et les patients à identifier la maladie médicamenteuse. Ils vont servir, ils sont aussi des experts en pharmacovigilance auprès de l'ANSM, des ARS et des établissements de santé de leur territoire. Enfin,
Il contribue à la formation et à l'information. Alors, voyons en détail les missions des centres de pharmacovigilance. Une des missions dont je vous ai parlé, c'est cette fameuse mission d'aide au diagnostic et à la gestion d'une pathologie médicamenteuse. Les CRPV sont en fait des experts pour identifier devant une manifestation suspecte si un des médicaments est en cause. Et le centre de pharmacovigilance va bien entendu pouvoir guider le professionnel de santé et le patient sur la conduite à tenir. Faut-il arrêter le médicament? Faut-il réduire la posologie? Peut-on prendre un médicament de la même classe thérapeutique? Ça, c'est des choses que le pharmacovigilant va pouvoir expliquer au professionnel de santé ou au patient lorsqu'il est interrogé. Et de façon plus générale, les centres de pharmacovigilance vont répondre aux questions des professionnels de santé et des patients sur le bon usage du médicament, d'éventuelles interactions médicamenteuses avec d'autres médicaments, avec des aliments, avec des plantes. Et puis, les centres de pharmacovigilance vont pouvoir aussi répondre aux professionnels de santé et aux patients pour l'utilisation des médicaments au cours de la grossesse et de l'allaitement. Ça, c'est une mission qui peut être extrêmement importante. Une des missions principales, c'est avant tout la mission de veille sanitaire. Et cette mission va passer par le recueil, la documentation et l'analyse des déclarations d'effets indésirables, ce qu'on appelle dans notre jargon les observations de pharmacovigilance, qui seront transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et finalement, notre rôle est d'identifier dans la masse d'observations qu'on reçoit au quotidien des cas qui finalement seraient des signaux potentiels ou ce qu'on appelle des cas marquants qui pourraient ou devraient déclencher une alerte sanitaire. Alors, un cas marquant, ça peut être un effet inattendu avec un médicament, ça peut être un mauvais usage, un mésusage volontaire du médicament qui entraînerait des effets chez les patients, ou ce qu'on appelle des clusters, des regroupements d'effets indésirables dans le même temps, au même moment ou à un endroit particulier sur le territoire. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire remonter comme des signaux potentiels à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et il faut savoir que pour chaque cas transmis, le pharmacologue du centre de pharmacovigilance va procéder à une minutieuse enquête qui va lui permettre d'évaluer le lien de causalité entre la prise d'un médicament, ou de médicaments plus généralement, et la survenue d'un symptôme. Et si le lien est retenu, eh bien, on parlera alors d'un effet indésirable. L'analyse par le pharmacovigilant s'attardera aussi à définir la gravité de ce cas et également le caractère attendu ou non attendu. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un effet indésirable grave en pharmacovigilance? Eh bien, c'est une définition réglementaire. On dit qu'un effet indésirable est grave lorsqu'il entraîne le décès du malade, c'est un effet indésirable létal, quand il est susceptible de mettre en jeu la vie du malade, quand il entraîne une invalidité ou une séquelle, une incapacité durable, quand il provoque ou prolonge l'hospitalisation, un malade qui est hospitalisé et qui présente un effet indésirable au cours de son hospitalisation et qui ne peut pas sortir de l'hôpital, c'est considéré comme un effet indésirable grave. Un effet qui va se manifester par une anomalie ou une malformation au cours de la grossesse, et peuvent également être considérés comme graves des effets indésirables qui vont être jugés comme tels par un professionnel de santé. Je vais prendre un exemple, mais ça peut y en avoir plein. Par exemple, une prise de poids avec un médicament, si la prise de poids est importante, qu'elle a un impact sur le quotidien du malade, qu'il a des troubles, des douleurs articulaires, des difficultés à la marche, le professionnel de santé va juger cet effet indésirable comme grave. En ce qui concerne la définition d'un effet indésirable attendu versus non attendu, là aussi, c'est une définition réglementaire. On parle d'effet inattendu lorsque l'effet, dans sa nature, dans sa sévérité ou dans son évolution, ne correspondent pas aux informations contenues dans le résumé des caractéristiques du produit ou la notice. Je vous donne un exemple. Un médicament, par exemple, peut être connu pour donner des élévations des enzymes hépatiques, les enzymes du foie, des élévations, par exemple, réversibles et légères. En revanche, si le malade présente une hépatite fulminante, on ne sera pas dans un effet attendu. Dans sa nature, on attend effectivement des effets hépatiques, mais pas de cette sévérité-là. Et pour réaliser cette enquête, le pharmacologue va s'appuyer sur un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est la chronologie.
Il va essayer de retracer l'histoire entre la prise du médicament et la survenue de l'effet. Et donc, il va s'intéresser à la date de début. Est-ce que le malade a repris le traitement? Est-ce qu'il a arrêté le traitement? Il va également s'intéresser aux signes cliniques. C'est ce qu'on appelle l'étude de la sémiologie, essayer de voir s'il y a un lien clinique entre la prise d'un médicament et la survenue de l'effet. Et enfin, il va faire une bibliographie, regarder l'état des connaissances, c'est-à-dire une recherche actualisée sur les données de la littérature. Cette enquête, cette évaluation de lien de causalité, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, c'est ce qu'on appelle en pharmacovigilance l'imputabilité. Et pour conclure cette première partie, un point me semblait important. On dit souvent que la pharmacovigilance souffre de la sous-notification des effets indésirables. C'est vrai, c'est incontestable. Toutefois, et je vais vous faire une métaphore, est-ce qu'on a besoin de visualiser un iceberg dans son intégralité pour percevoir le danger? Pas du tout. Finalement, recueillir la totalité des effets indésirables, même en ne ciblant que les graves, c'est irréaliste et pas nécessaire. Et cette non-exhaustivité n'est pas gênante pour détecter le signal. Une seule observation bien documentée peut conduire à une décision sanitaire. À l'inverse, des cas trop succincts ou mal documentés sont inutilisables pour la détection de signaux. Et donc, je vous propose de nous retrouver pour la deuxième partie, puisqu'on apprendra, on verra que déclarer les effets indésirables, c'est bien, mais bien les déclarer pour permettre derrière une analyse et une expertise de qualité, c'est mieux. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était très clair. Certaines slides sont un petit peu chargées. Parmi les personnes présentes, avez-vous des questions? On dirait que les gens sont abasourdis. Il y a une slide qui était un petit peu chargée avec le promoteur, je crois. Ouais. J'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus parce que je ne suis pas sûre que c'était clair pour tout le monde. Je vous la remets. Celle-là, je pense qu'elle était un petit peu compliquée à comprendre. Donc en fait, je rappelais que la conduite des essais cliniques se fait donc dans un environnement réglementaire, hein, donc bien évidemment, et que c'est l'agence qui donne le là, puisque c'est au niveau de l'agence qu'on autorise donc les essais cliniques, d'accord? Pour que l'autorisation des essais cliniques… Si je peux me permettre, ça serait bien, c'est un acronyme à ANSM. Oui, Agence nationale de sécurité du médicament. Voilà. D'accord, l'agence nationale. Et donc, en fait, le promoteur, puisque vous m'avez posé la question, le promoteur, donc, c'est celui qui va déposer auprès de l'agence sa demande d'autorisation d'essai clinique. Et en fait, ce promoteur, il peut être public, donc une structure publique qui va conduire un essai clinique, un hôpital, une structure hospitalière, un centre de recherche clinique, ou alors il peut s'agir d'un laboratoire pharmaceutique. D'accord. Et dans le même cadre, donc le promoteur dépose, donc il a rédigé un protocole avec une méthodologie particulière, le produit concerné, la conduite de l'essai, le nombre de patients qui seront inclus dans cet essai clinique, l'objectif principal et les résultats attendus et pourquoi l'essai clinique est mené. Et ce protocole de l'essai clinique est accompagné d'une brochure investigateur qui liste déjà un certain nombre d'effets indésirables qui ont été rapportés dans les différentes phases précédentes, comme l'a expliqué Hélène. Ce promoteur est l'interlocuteur privilégié dans ses relations donc, avec l'autorité de santé, à savoir l'Agence nationale de sécurité de médicaments, puisque lui, dans le cadre de la conduite de cet essai clinique, a des obligations. Il doit déclarer dans des délais qui sont bien déterminés tout effet indésirable, grave, inattendu, donc qui n'est non mentionné dans la brochure investigateur, vers les autorités de santé. Et pour que le promoteur puisse faire cette déclaration des effets indésirables, donc les investigateurs, donc sur le terrain, il y a des investigateurs, des médecins qui vont conduire cet essai clinique, c'est-à-dire c'est eux qui vont recruter
conformément aux bonnes pratiques cliniques les patients qui vont participer à cet essai clinique, puisque dans le protocole est inscrit les critères d'inclusion à cet essai clinique, les critères d'exclusion qui peuvent être liés à une pathologie rénale, une pathologie hépatique ou des patients qui ont tel et tel antécédent. Et donc, en fait, l'investigateur, c'est lui qui est en charge de devoir inclure les patients dans l'essai clinique et de répertorier et de déclarer tous les effets au promoteur pour que le promoteur puisse assurer ces déclarations des effets indésirables vers les autorités de santé. Ici, j'ai parlé du comité de protection des personnes, hein, qui est un comité qui s'assure bien que les essais cliniques, donc est un comité qui est indépendant, qui est composé de différentes personnalités, médecins, pharmaciens, chercheurs, et qui donc vont donner un avis afin de s'assurer que l'essai clinique respecte bien la protection des personnes qui participent à cet essai clinique, notamment sur le formulaire, de s'assurer qu'il y ait bien un formulaire de consentement, qu'il y ait bien le délai de réflexion, bien s'assurer que la conduite, que cet essai clinique qui est mené, l'objectif est bien pertinent et que le rapport bénéfice-risque va bien rester satisfaisant dans la conduite de l'essai clinique. De la même façon qu'on a expliqué que les effets indésirables étaient enregistrés dans la base de données de pharmacovigilance, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que les effets indésirables qui sont déclarés dans le cadre de l'essai clinique sont tous enregistrés dans une base de données de pharmacovigilance, et ces effets indésirables sont analysés, et ce sont justement tous ces effets qui sont enregistrés dans la base de données de pharmacovigilance et qui viendront enrichir le futur dossier d'autorisation de mise sur le marché lorsque les essais cliniques auront été concluants et qui seront analysés dans un second temps pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence nationale de sécurité du médicament. L'Agence européenne, pouvez-vous nous décrire un petit peu son rôle principal par rapport Alors, la base de données, alors vous avez compris que la base de données de pharmacovigilance est une base de données extrêmement importante et qui est donc disponible dans chacune des agences nationales, mais la centralisation de l'ensemble des effets indésirables qui surviennent en Europe se retrouve dans cette base de données européenne. Et donc, nous avons des interactions et accès à la base de données globale qui se trouve donc à Amsterdam et qui enregistre tous les effets indésirables qui surviennent soit dans le cadre des essais cliniques, soit lorsque le produit est déjà sur le marché, dans l'ensemble de l'Europe, et qui permet justement, lorsqu'on a parlé des échanges entre les différentes agences donc nationales, en France, en Italie, en Belgique, de pouvoir échanger avec nos interlocuteurs européens sur l'ensemble finalement des effets indésirables, et sur l'ensemble, finalement, nous pouvons échanger sur le profil de sécurité d'emploi du produit, que ce soit lorsque le produit est déjà commercialisé ou alors dans le cadre d'essais cliniques, dans le cadre de l'évaluation de ces effets indésirables et d'avoir donc une évaluation commune dans le cadre de la surveillance et de la survenue donc, de ces effets indésirables, dans l'analyse qui pourrait être faite. Alors, il y a deux questions. Une qui serait plutôt pour le second webinaire. Combien de temps peut durer une enquête? Une enquête sur si l'effet désirable est bien relié au médicament, etc. Pouvez-vous répondre rapidement ou on renvoie ça à au second webinaire? Il y a une autre question ensuite. Alors, une enquête de la question était Combien de temps peut durer une enquête? Je suppose que c'est une enquête de pharmacovigilance suite à un signalement d'effets indésirables. C'est l'objet du second webinaire, mais on peut peut-être donner une petite piste. Donc oui, effectivement, en fait, l'analyse de ce fameux lien de causalité, si c'est ça la question, savoir combien de temps ça prend, bien déjà, ça dépend de la documentation du cas.
Parfois, on est obligé de retourner vers la personne qui nous a déclaré le cas pour avoir des observations complémentaires. Et ça, effectivement, on le verra dans le deuxième séminaire, la qualité des informations est primordiale parce que si on veut bien analyser le cas, il faut des données. Après, une fois qu'on a les données, l'analyse de la littérature, du lien chronologique et du lien sémiologique, on met rarement plus de 24 heures. Si on a toutes les données bibliographiques, si on arrive à avoir les articles, les publications, on met rarement plus de 24 heures. Alors, il y a une personne qui demande comment trouver le bon compromis entre une information exhaustive donnée dans les notices destinées aux patients et la lisibilité de ces dites notices, qui ne sont pas des professionnels. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement, qui donne toutes les questions qu'on reçoit, nous, en MP, qu'on essaye d'effacer sur les réseaux sociaux, mais on a beaucoup de questions parce qu'une notice, ça peut être inquiétant et pourtant on a besoin. Donc voilà, je vous pose la question et je vous laisse répondre à cette question compliquée. C'est que la NSM veut répondre. Alors, Mehdi. Bon, allez, je prends la main. À vrai dire, il n'y a pas de dichotomie entre exhaustivité de l'information dans la notice et la lisibilité. Et clairement, l'objectif étant que la notice intègre l'ensemble des effets indésirables connus à date et confirmés. Donc ça, c'est l'objectif de la notice. Alors, après, sur la lisibilité, je conçois qu'il est nécessaire qu'il y ait une pédagogie. Il y a tout de même, il y a un public qui est varié, hein, les patients, donc il y a nécessité d'acculturer les patients à ces notices-là, peut-être innover, parce que finalement, les notices ont un âge qui est important finalement, hein, si on peut parler d'âge. Et donc, peut-être il faut réfléchir à une autre façon de communiquer via la notice. Et bon. Je pense que ça serait utile. Voilà, c'est ça. Ça reste de la notice, quoi. Absolument, oui. Aucun pays, et puis même au niveau européen, il n'y a pas eu cette démarche-là. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui nécessite d'être travaillé en lien avec les patients parce que il faut répondre au cahier des charges. Et ça ne répond pas à l'ensemble du cahier des charges. Ça répond à une partie, mais à mon sens, et compte tenu des retours des patients, à mon sens, il y a besoin de le travailler. Est-ce que les utilisateurs ont été sollicités lors de la rédaction du cahier des charges? C'est ça la question, c'est qu'au départ, je pense qu'on a voulu scientifiquement et légalement tout border et peut-être qu'on n'a pas trop pensé aux patients. Ça évolue, hein, je le sais, hein, c'est bien pour ça qu'on a pu faire ce webinaire, mais… Alors, j'avoue que je n'ai pas l'historique de comment ça s'est déroulé, puisque bon, ça remonte, là, les notices, je n'étais pas né. Hein, à ce moment-là. Je vais compléter le propos de Mehdi, parce qu'en fait, effectivement, je crois qu'il faut effectivement toujours faire mieux, parce qu'il y avait effectivement sur l'historique des notices, des tests de lisibilité, hein, donc normalement, afin d'améliorer la compréhension, en tout cas, de ces notices, participaient donc en fait des patients, enfin pas des patients d'ailleurs, des sujets, des usagers, des citoyens, afin de relire et de voir s'ils comprenaient justement la rédaction de la notice. Mais c'est vrai que force est de constater que effectivement, comme la liste est longue, ça reste toujours pas toujours compréhensible par tous, mais il y avait bien évidemment des textes européens
une transposition donc avec des textes nationaux, hein, afin que les laboratoires soumettent lors du dépôt donc, du dossier d'autorisation de mise sur le marché, la rédaction donc, de ce qu'on a appelé dans la monographie et la notice, il y avait en amont une lecture qui était faite justement par des personnes qui étaient non scientifiques, ni médecins, ni pharmaciens, et des usagers. Mais on voit bien qu'on n'y est pas arrivé au mieux, et comme l'a dit Mehdi, est-ce qu'il faut trouver une autre forme d'accès différent de ce qui est écrit aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce n'est pas lisible. Vous n'êtes pas la première, effectivement, pas la première association à nous le dire, et on le voit bien, de toute façon, même quand on partage avec des amis, voilà, d'autres personnes hein, qui sollicitent. Pour compléter, au sein de l'ANSM, on a fait un travail avec les industriels pour harmoniser les notices des paracétamol. Et dans ce cadre-là, des spécialités à base de paracétamol, il faut savoir qu'on a sollicité plusieurs associations de patients justement pour vérifier si la notice était bien lisible. Donc, ça nous a permis d'améliorer le document. Donc, ça, c'est en cours de mise à jour, mais il y a quand même des travaux voilà, qui sont menés. Et au niveau européen, il y a quand même il y a un guide qui permet de vulgariser en fait certains termes pour qu'ils soient compréhensibles au plus grand nombre. Mais bon, ça reste, voilà, on reste quand même avec des notices parfois très conséquentes, mais en tout cas, voilà, il y a quand même des recommandations pour améliorer. On peut toujours améliorer encore plus, c'est sûr, mais c'est une réflexion à avoir tous collectivement. Je vous remercie tous infiniment de vous être mis à la portée des patients et de l'association et de nous avoir apporté des informations aussi claires et aussi utiles. Et ben, rendez-vous au second webinaire le 19 à 17 h avec le patient au centre cette fois-ci. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.